On a souvent cette image de l'apprentissage comme quelque chose de très solitaire, un travail qu'on fait seul face à un livre ou un écran. Mais et si c'était en fait impossible d'apprendre sans les autres? C'est justement cette dynamique un peu paradoxale qu'on va explorer aujourd'hui. Tout part de cette phrase, de ce paradoxe. L'acte d'apprendre, le moment où ça fait tilt dans la tête, c'est hyper personnel. C'est un truc qui se passe en nous. Et pourtant, ce déclic, il est quasiment toujours provoqué, ou en tout cas nourri, par une interaction. Alors, comment ça se fait? C'est la question finalement. Qu'est-ce qui fait la différence entre une discussion de groupe qui nous fait avancer, qui nous éclaire, et une autre qui est juste une perte de temps monumentale? Pour trouver la réponse, il faut d'abord aller voir sous le capot, comprendre le mécanisme, le moteur qui fait tourner la machine de l'apprentissage en groupe. Allez, on y va. Et voilà le concept central qui nous vient des travaux de chercheurs comme Dwys, Munier et Perret-Clermont, le conflit socio-cognitif. Derrière ce nom un peu savant se cache une idée simple. C'est ce moment de flottement un peu désagréable où quelqu'un dit quelque chose qui heurte nos certitudes. Cet inconfort, eh bien, c'est précisément lui qui peut nous obliger à réfléchir différemment et donc à apprendre. Mais attention, hein, ce n'est pas automatique. Ce fameux moteur, il ne démarre pas à tous les coups. Face à une contradiction, on se retrouve en fait à une intersection, avec deux chemins possibles. Et le chemin qu'on prend va tout changer. Et voici ces deux chemins. À gauche, la voie royale, la régulation épistémique. Là, l'énergie de tout le monde est concentrée sur le problème à résoudre, le désaccord est vu comme un outil pour y arriver. Et à droite, la voie de garage, la régulation relationnelle. Là, le focus glisse du problème vers les personnes. L'enjeu n'est plus de trouver la solution, mais de savoir qui a raison, qui va avoir le dernier mot, qui va sauver la face. Et là, évidemment, l'apprentissage est complètement bloqué. Alors, quand on est sur la bonne voie, celle du conflit productif, il se passe 4 choses super intéressantes. 1. On est forcé de se décentrer, de sortir de notre propre tête pour voir qu'il y a d'autres façons de penser. 2. On récolte de nouvelles infos. 3. On se met à réfléchir plus fort, on mobilise plus de jus de cerveau. Et 4. On est motivé socialement à trouver une solution pour que le groupe puisse avancer. Bon, d'accord, ce conflit, il peut être super bénéfique. Alors pourquoi, dans la vraie vie, nos réunions, nos débats, nos travaux de groupe finissent si souvent en pugilat ou en perte de temps? Qu'est-ce qui fait tout dérailler? La réponse est simple et tient en 2 mots. La menace sociale, c'est la peur. La peur d'être jugé, d'avoir l'air bête, d'être rejeté. C'est le grand méchant de notre histoire, celui qui nous pousse systématiquement sur le mauvais chemin, celui de la régulation relationnelle. Et cette menace, elle peut venir de partout, hein. D'une différence de statut évidente, genre entre un chef et un employé, d'une différence de compétences, où le novice a peur de dire une bêtise face à l'expert, d'un climat de compétition, où tout le monde veut tirer la couverture à soi, ou plus simplement de cette bonne vieille peur d'être mal vu par les autres. L'impact est immédiat. Quand on se sent menacé, notre cerveau passe en mode protection. L'objectif n'est plus de comprendre, mais de défendre notre ego. On se compare, on devient agressif, ou à l'inverse, on se tait et on acquiesce pour ne pas faire de vagues. Par contre, si la menace est faible, si on se sent en sécurité, alors là, l'esprit est libre, la curiosité peut s'exprimer et on reste concentré sur la tâche. Et c'est là qu'on arrive à une conclusion assez folle et un peu contre-intuitive. On pourrait penser que pour bien apprendre, il suffit de mettre un expert dans la pièce. Mais en fait, pas du tout. Si cet expert est perçu comme intimidant, comme une menace, les autres vont juste hocher la tête poliment, mais sans rien intégrer en profondeur. L'apprentissage sera superficiel, voire inexistant. Ok, alors comment on fait? Comment on obtient les bienfaits du conflit sans tomber dans le piège de la menace sociale? En fait, il y a une condition idéale, une sorte de zone magique. C'est ça la règle d'or. Cette matrice, elle résume tout parfaitement. Pour que l'apprentissage explose, il faut 2 ingrédients. D'abord, une contradiction sur le plan des idées. Il faut que ça frotte, qu'il y ait un désaccord. Mais en même temps, il faut de l'aminité sur le plan relationnel, c'est-à-dire une ambiance agréable, respectueuse. C'est la case en haut à gauche. Si on enlève la contradiction, on tombe dans la zone de confort. C'est sympa, mais on n'apprend rien. Si on enlève l'aminité, on tombe dans l'hostilité, et là, c'est pire que tout. Autrement dit, la règle d'or est simple à dire, mais pas si simple à faire. Il faut maîtriser l'art d'être en désaccord avec les idées, tout en étant en accord avec les personnes. Être dur sur le fond, mais doux sur la forme. C'est ce qu'on appelle la contradiction dans l'amitié. Bon, la théorie, c'est une chose, c'est bien joli tout ça. Mais concrètement, sur le terrain, comment on fait pour créer cet environnement?
Voyons ensemble quelques pistes très pratiques. On peut agir sur 4 grands leviers. D'abord, le climat, l'ambiance générale. Ensuite, les objectifs qu'on se fixe. Puis, la manière dont on gère les interactions. Et enfin, le contexte plus large dans lequel tout ça se passe. Pour le climat, l'idée, c'est de créer une vraie sécurité psychologique. Ça passe par apprendre à donner et recevoir des critiques de manière constructive. Ça veut dire aussi faire gaffe aux symboles de statut, la taille du bureau, le titre ronflant, qui peuvent créer des barrières invisibles. Et surtout, il faut arrêter de mettre les gens en compétition les uns avec les autres. Ensuite, pour les buts et les interactions, l'objectif ne doit pas être de performer, d'avoir l'air intelligent, mais de maîtriser un sujet ensemble. Il faut encourager au maximum les discussions entre pairs de manière assez horizontale. Une astuce intéressante, même quand les gens sont d'accord, leur demander de justifier leur accord. Ça permet de vérifier que ce n'est pas juste de la complaisance. Et enfin, le contexte. Le top, c'est de créer des situations où on est tous dans le même bateau avec un but commun. On gagne ensemble ou on perd ensemble. Ça change tout. Parfois, faire appel à un facilitateur extérieur et neutre peut débloquer des situations. Et bien sûr, il faut toujours prendre en compte la culture de l'entreprise ou de l'école. Est-ce qu'on valorise le collectif ou l'individu? Bon, si on fait le bilan de tout ça, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait quoi? Ce serait ça. Le conflit, ce n'est pas le problème. Au contraire, c'est la solution, c'est le moteur. Le vrai défi, ce n'est pas de l'éliminer, mais de le cultiver et de le canaliser. S'assurer qu'il reste concentré sur les idées, sur la tâche, et qu'il ne dérive jamais sur le terrain glissant des égos. Et ça nous laisse avec une question pour la route. La prochaine fois que le ton montera dans une discussion, que les avis divergeront, comment allez-vous faire, personnellement, pour maintenir cette distinction cruciale entre la tâche et l'ego? Comment s'assurer que l'énergie du désaccord nourrit la solution et non la division? La clé, elle est vraiment là.